Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier universitaire. Aujourd'hui, pour mon cours de western, il fallait choisir un western récent pour expliquer ce qu'il a de contemporain par rapport à l'histoire du western à travers une analyse de séquence. Pour ce faire, j'ai choisi le 8e film et le premier western de Quentin Tarantino, Django Unchained, sorti en 2012. C'est un film que je connais bien, je l'apprécie pour plusieurs raisons, et je trouve qu'il regorge de scènes très intéressantes à analyser. L'histoire prend place en 1858, dans le sud des États-Unis. On peut alors parler de Southern, c'est comme le western, mais dans le sud. On fait la rencontre de Django, un esclave noir, interprété par Jamie Foxx. Ce dernier est récupéré par un ancien dentiste, King Schultz, interprété par l'acteur autrichien Christoph Waltz. Il se révélera être un chasseur de primes, et comme Django peut identifier les criminels qu'il recherche, il décide de faire équipe avec lui et de lui rendre sa liberté. Django révèle à Schultz qu'après avoir accompli leur mission, il partira à la recherche de sa femme, Brumhilda, jouée par Kerry Washington. Schultz, intrigué par le nom de sa femme, qui fait référence à une légende allemande, propose alors de le former au métier de chasseur de primes, de s'associer, et ensemble, ils partent à la recherche de sa femme, qui se trouve être devenue la propriété de Calvin J. Candy, interprété par Leonardo DiCaprio. Ils montent un plan pour pouvoir la sauver, en faisant croire à M. Candy qu'ils veulent lui acheter pour $12,000 son meilleur lutteur. Ils savent pertinemment que M. Candy ne voudra pas se séparer de son meilleur atout, ni même du deuxième ou du troisième. Et comme Schultz est germanophone, et que Brumhilda parle allemand, ils espèrent pouvoir la récupérer en compensation. Mais Stéphane, le fidèle majordome noir de Candy, joué par Samuel L. Jackson, révèle à son patron la manipulation qu'il a subie. Saleté de sale fils de pute qui ose me faire perdre mon temps. Les fils de pute! Candy se venge en obtenant un prix exorbitant pour se séparer de Brumhilda. Il obtient ce qu'il désire, se vantant d'être le vainqueur de cette arnaque. Il signe à la libération de Brumhilda, mais déclenche l'hostilité de Schultz, qui refuse de lui serrer la main pour officialiser l'accord. Candy insiste. J'assiste. Oh, si vous insistez. Et il est abattu par Schultz, qui se fait lui-même tuer sous la riposte des hommes de Candy. Django est capturé, mais parvient à s'échapper après avoir fait exploser le réalisateur dans son caméo. Il retourne sur la propriété Candyland et provoque un champ de bataille en abattant tout le monde. Ainsi, Django sauve sa bien-aimée et s'enfuit à cheval avec elle. Tout est bien qui finit bien pour lui. Il devient même une légende parmi les esclaves noirs. Comme je l'ai dit, il existe plein de scènes intéressantes dans ce film, notamment sur le traitement des esclaves ou plusieurs scènes de dialogue extrêmement bien écrites. Mais pour mon analyse de séquence, j'ai choisi une scène qui semble casser le rythme du film, car elle aurait très bien pu être supprimée, ça n'aurait pas eu d'incidence sur son intrigue. Il s'agit de la scène qui commence à la 39e minute et qui se termine à la 44e. Pour contextualiser l'histoire, Django et Schultz ont trouvé et abattu les fameux trois frères qui sont à l'origine de leur union, Django étant le seul capable de les reconnaître. Sauf qu'ils l'ont fait sur la plantation de coton de Spencer Bennett, interprété par Don Johnson. Il n'apprécie guère que Django, un ancien esclave, ait pu tuer 3 hommes blancs chez lui, sous les yeux de ses esclaves. C'est ainsi que la nuit venue, avec ses camarades, il va mener une attaque afin de les assassiner. Si j'ai choisi cette scène, c'est parce qu'elle dénote radicalement de la narration du film, qui suit habituellement Django et Schultz, et parce qu'il montre un pseudo-Ku Klux Klan à l'œuvre. Je dis pseudo car, officiellement, le clan ne sera fondé qu'en 1865, soit 7 ans plus tard par rapport au présent du film. Et celui qui nous est montré ne possède pas encore l'hiérarchie de cette organisation, ni même les robes blanches, ni les capirotes. Ce n'est pas la première fois que Tarantino réécrit la vérité historique pour son scénario. Il l'avait déjà fait dans Inglourious Basterds, en faisant fusiller Adolf Hitler dans une salle de cinéma parisienne. Alors comment est-ce que Quentin Tarantino met-il en scène le Ku Klux Klan primitif dans son film? C'est ce que nous allons voir en visionnant dans un premier temps ce dit extrait, puis en analysant sa construction narrative, avec son montage notamment et ses dialogues. Nous verrons ainsi que Quentin Tarantino profite de cette scène pour donner son opinion sur le Ku Klux Klan et sur les personnes racistes en général. Comme vous avez pu le remarquer, cet extrait est construit en 4 temps. Après avoir vu Schultz enlever de l'argent de sa grosse dent et mettre à l'intérieur ce qui semble être des bâtons de dynamite, nous avons l'attaque du Ku Klux Klan. Puis, retour en arrière, où nous les voyons débattre sur le port du sac sur la tête. Puis, à nouveau, nous revoyons l'attaque, mais d'une autre façon, et enfin, le clan est neutralisé par Schultz et Django.
Tout d'abord, l'attaque du Ku Klux Klan est magnifiée. Il fait nuit, alors avec l'arrivée d'une trentaine de chevaux, de torches et de masques blancs, ils ressortent beaucoup de l'image et créent la surprise avec ce mouvement de caméra et cette entrée hors champ. De plus, Tarantino a choisi de mettre une composition de Verdi pour accompagner leur attaque, avec Requiem Prologue, dont l'enregistrement de l'orchestre est pris de la bande originale du film japonais Battle Royale, réalisé par Kenji Fukazuki, et sorti en 2000. C'est un film très violent également, mais très intéressant. Tarantino en fera même la promotion, et il engagera même une des actrices pour jouer une yakuza sadique dans Kill Bill Volume 1. Le Requiem, qui signifie repos en latin, est aussi le nom que l'on donne aux compositions musicales classiques, qui étaient utilisées pour les enterrements. Aujourd'hui, c'est plus rare comme accompagnement musical funèbre. Tout ceci est là pour annoncer l'intention du groupe, assassiner l'ancien esclave et le chasseur de primes qui l'accompagne. De plus, la musique de Verdi a quelque chose de très agressif dans sa composition, notamment dès les premières notes, qui sonnent comme des coups très violents, qui reviennent de façon répétée. De là à y voir une allusion aux coups de fouet donnés aux esclaves, il n'y a qu'un pas. Nous les voyons charger sur le campement de nos héros en hurlant des insultes. Avec toute cette action et cette entrée en matière, Quentin Tarantino semble en faire un groupe d'antagonistes très fort et très organisé, même s'il contient dans cette première partie la chute de cheval d'un de ses personnages. J'en fais part, car à chaque fois que je vois ce plan, je ne vois que ça. Mais il s'agit très probablement d'un accident de tournage, plutôt que d'une réelle volonté artistique. Mais ceci est coupé très brutalement par le montage, qui nous ramène quelques instants auparavant, sans musique et sans action. Tarantino utilise beaucoup la narration non linéaire dans la plupart de ses films. Nous voyons alors Spencer Bennett motiver le groupe avec son discours raciste. Puis, Tarantino insère dans cette scène de l'humour qui ne met pas du tout en avantage ces individus masqués. En effet, ces 10 masques les empêchent de bien voir. S'ensuit alors plusieurs répliques amusantes qui décrédibilisent tout ce que la mise en scène de la première partie a mis en place. Nous avons notamment le personnage interprété par Jonah Hill, qui semble être perdu et qui agit comme quelqu'un de lent en formulant des phrases simples et courtes. Oh merde. Oh, j'ai tout déchiré. Quelqu'un a un sac en trop à me prêter? C'était juste une question. Attends, je suis perdu là. On y va avec sac ou sans sac? Mais on n'y voit rien avec. Ce serait agréable d'y voir avec. Mais Spencer, plus animé par sa haine que par sa raison, refuse de laisser tomber ses masques. Car comme il l'explique, sans les masques, ce n'est pas le même message qui est montré. De plus, pour marquer le coup, il est le seul qui est sur un cheval blanc, pour symboliser le fait qu'il considère que la race blanche est supérieure aux autres couleurs. Et pour finir, il se comporte comme un tyran en n'écoutant pas la voix de la démocratie qui dit de retirer les masques. Tout ceci est là pour montrer l'absurdité du raisonnement raciste. Le Ku Klux Klan est censé affirmer ses opinions, mais ressent tout de même le besoin de se cacher et de se mettre tout en blanc pour qu'on comprenne leur message. Ce qui est amusant, c'est que ce soit ces 10 masques qui les empêchent de voir comme leur racisme les empêche de voir les autres communautés comme leurs égaux. Ils ont littéralement une vision étroite du monde. Mais Tarantino se moque ouvertement d'eux, et ce n'est pas terminé. Nous revoyons la scène de l'attaque, mais en ayant connaissance de leur désorganisation et de leurs masques qui ne tiennent pas, ils sont tout simplement ridicules. On se souvient alors de la chute du figurant dans la première scène, qui certes est sûrement un accident de tournage, mais Tarantino a choisi de le garder au montage, comme un clin d'œil qui annonce le destin de ses personnages. Comme quoi leur attaque était ratée depuis le début. Il n'y a plus la musique épique, ni même de plan large qui montre leur unité. Tout ce qu'on voit, c'est des cavaliers qui ne maîtrisent rien, des répliques qui en rajoutent, et pour finir, leur guet-apens se retourne contre eux. Schultz a dissimulé de la dynamite dans la dent, au-dessus de sa carriole, et étant suffisamment loin, il tire dessus et neutralise une trentaine d'hommes qui prennent aussitôt la fuite. Regardez-les déguerpir. Oui, les lâches ont tendance à faire ça. Anecdote amusante, la dynamite a été inventée qu'en 1866 par Alfred Nobel, soit 8 ans après le film. Un anachronisme comme celui de la présence du Ku Klux Klan. L'extrait se termine sur Django, qui abat d'une seule balle Spencer Bennett. Le plan nous montre le coup hors champ, puis le corps du cavalier qui s'écroule à terre au ralenti, et enfin ce fameux cheval blanc couvert de sang. On peut y voir plusieurs interprétations. J'ai choisi celle qui dit que cela symboliserait le sang que Spencer Bennett, et par conséquent toutes les personnes ayant maltraité des esclaves ou des personnes de couleur, a sur les mains et qu'il considère comme justifié par son opinion raciste. Par ironie,
Tarantino choisit de le faire tuer par un ancien esclave, comme d'un modèle à prendre en exemple, pour reprendre ses mots. Pendant mes recherches, j'ai trouvé assez peu de films dans l'histoire du western traitant aussi frontalement le traitement des esclaves noirs, et encore moins qui montrent les agissements du Ku Klux Klan. Voici quelques films que j'ai pu trouver. L'esclave libre de Raoul Walsh, sorti en 1957, où l'esclave est une métisse noire qui perd sa liberté, puis qui la retrouve grâce à l'amour d'un homme blanc, mais qui est confrontée aux lois et aux opinions raciales. Le sergent noir de John Ford, sorti en 1960, où les soldats blancs et noirs combattent les Amérindiens. Une autre forme de racisme avec ce génocide. Buck et son complice de Sidney Poitier, sorti en 1972, où d'anciens esclaves qui ont combattu aux côtés des Blancs pendant la guerre de sécession cherchent une terre promise pour vivre librement. Le shérif est en prison de Mel Brooks, sorti en 1974, qui met en scène un shérif noir qui va semer la zizanie dans la ville dans cette comédie. Ou encore Impitoyable de Clint Eastwood, sorti en 1992, où Morgan Freeman interprète un esclave affranchi qui se fait kidnapper et fouetter à mort. Ce sera d'ailleurs l'un des seuls westerns à avoir obtenu l'Oscar du meilleur film, après Cimarron, sorti en 1931, et Danse avec les loups, sorti en 1990. Mais pour ce qui est de la représentation du Ku Klux Klan, j'ai eu beaucoup plus de mal à en trouver, car ils sont généralement plus suggérés que montrés, où nous voyons leur marque sur les Afro-Américains. Il existe également des films qui se moquent ouvertement d'eux en les ridiculisant, comme dans la scène dans Oh Brother des frères Cohen. Par contre, dans l'extrait que je vous ai montré, cette grande chevauchée m'évoque beaucoup celle que l'on peut voir dans Naissance d'une nation de King Feet, qui a permis la renaissance du Ku Klux Klan à sa sortie en 1915, et qui glorifie le clan en adoptant le point de vue des sudistes pendant la guerre de sécession. Il utilise également le blackface, une pratique venant du théâtre qui consiste à grimer un acteur blanc en caricature de personnages d'origine africaine. Une pratique reconnue aujourd'hui comme étant raciste et polémiste. Et c'est le cas dans Naissance d'une nation, puisqu'un acteur blanc déguisé en noir provoque la mort d'une femme blanche. Et il contient pas mal d'autres clichés de la population afro-américaine de cette époque. Toujours est-il que des films des westerns avec un héros noir, esclave ou non, sont assez rares, et qu'il faudra attendre l'influence du Black Exploitation dans les années 70 pour que Hollywood fasse plusieurs films sur le sujet, comme par exemple avec Fred Williamson, héros de The Legend of Nigger Charlie, libre à en crever en français, sorti en 1972, The Sword of Nigger Charlie, sorti en 1973, et enfin Boss Nigger, sorti en 1975, qui raconte l'histoire de Charlie, un ancien esclave noir qui va conquérir le Far West et qui finira chasseur de primes. La Black Exploitation a eu une influence considérable sur le cinéma de Quentin Tarantino, qui lui rend hommage dans son film Jackie Brown, en donnant le rôle-titre à Pam Grier, célèbre actrice de cette période qui a joué notamment dans Coffy, sorti en 1973, et Foxy Brown, sorti en 1974. Mais il ne faut pas oublier l'autre influence de Quentin Tarantino avec le western, surtout avec le western spaghetti, avec ses scènes à la fois esthétiques et très violentes. Le nom Django vient de Django, un western spaghetti réputé pour sa violence, qui est réalisé par Sergio Corbucci et sorti en 1976, avec Franco Nero dans le rôle-titre, qui reprendra le rôle pour Django 2, réalisé par Nello Rossetti et sorti en 1987, et peut-être pour Django 3 qui sortirait en 2020. Plusieurs musiques du film sont utilisées par Tarantino dans ce film, comme Django, Django. La Corsa, deuxième version, Town of Silence, et Blue Dark Waltz, toutes composées par Louis Bacalov. L'hommage va même plus loin puisque Franco Nero fait une apparition dans le film et demande le nom du personnage de Jamie Foxx, qui insiste sur le D muet dans son prénom. Une belle façon de passer le flambeau. J'insiste sur le D. Moi aussi. À noter également la présence de plusieurs reprises d'un autre compositeur de légende du western, Ennio Morricone, qui travaillera sur le deuxième western de Tarantino, Les 8 salopards, et qui sera même récompensé pour la première fois
par l'Oscar de la meilleure musique, devenant à l'âge de 87 ans la plus vieille personne à recevoir cette récompense. À sa sortie, Django Unchained fait sensation avec son succès public, plus de 400 millions de dollars de recettes à travers le monde, soit le plus gros score du réalisateur, et aussi son succès critique. Il recevra notamment plusieurs récompenses, notamment sur la performance de Christopher Waltz, qui reçut un deuxième Oscar du meilleur second rôle pour ce film, après celui pour le colonel Lambda dans Inglourious Basterds, également réalisé par Tarantino. Mais malgré tout, le film fait polémique, et Quentin Tarantino est même accusé de racisme. Il se fait surtout attaquer par Spike Lee, fervent défenseur des droits des Afro-Américains, et réalisateur du récent BlacKkKlansman, un film qui tourne également au ridicule le Ku Klux Klan, avec son héros noir inspiré d'une histoire vraie qui parviendra à s'infiltrer dans le clan. Ce dernier trouve qu'il utilise beaucoup trop de fois le mot « nigger » dans la plupart de ses films, et que Django Unchained manque de respect à ses ancêtres, qui ont connu l'esclavage. Tarantino sera alors fermement défendu par ses acteurs, notamment par Samuel L. Jackson, qui l'a révélé dans Pulp Fiction en 1994, et avec qui il travaillera sur 6 de ses films, soit autant qu'avec Spike Lee. Toute cette polémique se retrouve d'ailleurs dans le deuxième western de Tarantino, Les 8 salopards, comme si le réalisateur y répondait. Du moins, c'est ce que j'y ai vu et que je justifie par la relation entre le personnage de Samuel L. Jackson, un ancien Yankee, et celui de Walton Goggins, un ancien confédéré, également au casting de Django Unchained. Au début, ils se détestent, surtout parce qu'ils sont issus de 2 camps différents, mais finissent par devoir s'allier dans ce huis clos sordide. Une belle façon pour le réalisateur de se défendre et de montrer que le monde n'est ni blanc ni noir. Pour conclure, j'aurais très bien pu parler de plusieurs scènes avec les personnages principaux, notamment sur les différences entre le personnage de Jamie Foxx et celui de Samuel L. Jackson pour parler de la représentation des esclaves, avec le mauvais esclave d'un côté et le bon esclave de l'autre. Il y a également la scène où Django fouette un homme blanc avec sa tenue qui semble être aussi un anachronisme. Il y a aussi la scène d'ouverture où Django est enfin libéré, ou encore celle sur la fuite d'un esclave de Candy qui se fait dévorer par les chiens, sous les yeux de Schultz et de Django. Mais cette scène du Ku Klux Klan dans Django Unchained sort de la narration habituelle du film, en prenant un autre point de vue, d'abord avec un groupe d'individus perçus comme dangereux, puis qui se révèle ridicule par rapport à la mise en scène du réalisateur, dans un film qui rend hommage à toutes ses influences, que ce soit les western spaghetti ou la black exploitation, très présent dans sa filmographie en général. La violence chez Quentin Tarantino est très mise en avant aussi, mais toujours avec une certaine esthétique et une ironie mordante. Django Unchained en est un très bon exemple. De plus, il est sorti la même année que Lincoln, de Steven Spielberg, le président qui a aboli l'esclavage et dont l'assassinat était déjà mis en scène dans Naissance d'une nation. Dans les années qui ont suivi la sortie du film, on a pu voir plusieurs films américains où le personnage principal est noir, et qui seront des succès à la fois critiques et publics, comme Le Majordome, sorti en 2013, Selma, sorti en 2014, Loving, sorti en 2016, The Birth of a Nation, sorti en 2016, ou encore 12 Years a Slave, sorti en 2014, et réalisé par Steve McQueen, qui reçut l'Oscar du meilleur film en 2014, et qui raconte l'histoire d'un homme noir libre qui se fait enlever et qui sera pendant 12 ans un esclave. Une histoire vraie qui montre de façon réaliste le traitement des esclaves. On n'est pas dans de la black exploitation qui servait de prétexte pour attirer le public afro-américain dans les salles de cinéma avec des séries B, souvent de mauvaise qualité. On est devant un film qui raconte une histoire pour mieux comprendre notre histoire. Django Unchained n'est pas un film précurseur, novateur ou même une histoire vraie, mais il montre un point de vue rarement pris de l'histoire américaine, de l'esclavage et du western, à travers celui de Quentin Tarantino, qui sera alors récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original en 2014. Django.